Ouais, la question de l'amélioration, elle a vraiment été centrale dans toute notre démarche, dans tout le projet. Bon, voilà, Rome ne s'est pas faite en un jour, hein. On a commencé petit à chaque fois, on a essayé de s'améliorer en continu, et ça a vraiment été quelque chose de central dans notre démarche. L'amélioration des outils, évidemment. On va parler un petit peu tout à l'heure de formation et de la façon dont on a géré les problèmes qu'on pouvait constater au quotidien. Alors moi, je voudrais parler un petit peu d'amélioration des outils et de quelque chose dont on est plutôt fier collectivement sur le projet Strator. Il s'agit de la collaboration DevOps. DevOps au sens des développeurs avec les Ops, c'est-à-dire la prod, les gens qui sont en charge de l'infra, de l'exploitation, ceux qui ont réveillé les lignes quand il y a des incidents de production. Et on a vraiment essayé de travailler main dans la main avec les Ops. Voilà, je voudrais vous donner un exemple. Il s'agit de la question du déploiement. C'est-à-dire que les développeurs, donc à l'issue de leur dans leur système de build, ils avaient développé un bout de script pour pousser le build sur une plateforme de développement. Ça, ils l'ont mis à disposition des Ops qui, plutôt que de le reprendre, de le basculer dans des outils spécifiques à la prod, etc., en fait, l'ont amélioré et l'ont remis dans les mêmes outils des développeurs et ils se sont concentrés à utiliser des outils partagés. Donc les Ops, ils ont commité aussi sur le gestionnaire de sources SVN, ils ont mis leur script au même endroit. Et voilà, au fil du temps, les devs et les Ops, collaborativement, par les échanges d'outils vraiment très simples, et par l'échange des pratiques, ils ont construit une usine de dev qui est vraiment le must. C'est une chaîne de build et de déploiement totalement automatisée qui permet de faire du déploiement serveur et terminaux en pouce-bouton. On appuie sur un clic, ça part sur n'importe quel environnement, celui qu'on choisit. Dev, test, pré-prod, prod, ce qu'on veut. Voilà. Et aujourd'hui, ça a été utilisé une centaine de fois en prod pour des livraisons majeures, etc. Et ça, c'est vraiment le fruit de la collaboration permanente entre les devs et les ops. Voilà, habituellement, dans les organisations, ces deux populations sont assez souvent cloisonnées, utilisent des outils différents. Là, on a essayé de renverser ça, bosser ensemble, et il va vraiment se passer des choses très sympas en améliorant en permanence nos outils. Et ça, c'est vraiment une très très belle réussite. Une autre aussi dans le même domaine du DevOps que je voulais mentionner, ça concerne les métriques. Donc c'est peut-être un style de graphe que vous avez déjà vu. En général, c'est le genre d'outil qu'on utilise en infra. Alors ça, c'est un outil qui s'appelle Zabbix. Habituellement, on l'utilise pour monitorer la charge machine, l'occupation du réseau, etc. Et donc, progressivement, donc les ops, ils ont mis ça en place sur les machines, très bien, leur infra, tout se passe bien. Et ils sont allés au contact des développeurs en disant dis-moi, quelle API je peux interroger pour connaître le nombre de clients qui sont déclarés dans le système. Quelle requête je peux exécuter en base de données sans danger pour aller mesurer le nombre de transactions métiers qui passent. Et ils l'ont intégré au même dashboard. Et ça donne un dashboard qui est métier et technique, où on peut monitorer en temps réel. C'est affiché sur le plateau de la prod, sur un grand écran. Et on voit en temps réel les transactions de métier, le chiffre d'affaires qui passe dans le système, conjointement avec la charge machine, voilà, et l'occupation des systèmes. Et ça, c'est vraiment super parce que résultat, on a le directeur général de Strator qui passe dans les bureaux de la prod et qui vient consulter le dashboard pour prendre le pouls de sa solution sur le terrain et voir comment ça se passe. Et ça, c'est vraiment une belle réussite. Merci Mathieu. Donc, on va parler un petit peu de la formation. Vous m'entendez? Donc pour la formation, en fait, je vais commencer par une question. Est-ce que vous pensez qu'un développeur au Vietnam sait comment est vendu un paquet de cigarettes en France, ou qu'un développeur en Moldavie sait comment sera vendu demain matin votre quotidien électrique chez votre diffuseur de presse préféré? Je vous donne en mille si la réponse est non. Donc il est très très important de former toutes les équipes aux fonctionnels, au métier de Strator, donc en l'occurrence les métiers du tabac et de la presse. Donc il a fallu qu'on fasse un effort assez important pour former toutes les équipes, que ce soit en interne ou en offshore, à ce métier du tabac et de la presse. Et parallèlement à ça, donc, il a été très important d'accompagner au quotidien les équipes offshore. Alors je vais vous citer 3 exemples durant ce projet en fait, notamment quand Octo a décidé de centraliser, on a parlé tout à l'heure
les outils de gestionnaire de sources et d'intégration continue. Il a été très important, donc en fait c'est un changement vraiment radical, donc de se rendre dans les pays, que ce soit en Moldavie, en Vietnam ou en Roumanie, pour accompagner les équipes et les former à ce changement, pour qu'ils s'habituent vraiment à ce nouveau process. Un autre exemple qui a été vraiment significatif, on a fait venir durant 6 semaines en fait toute une équipe chez Strator à Créteil. Et on les a fait travailler avec nous au quotidien durant 6 semaines. Et au bout des 6 semaines, ils sont retournés dans leur pays. Et ils étaient vraiment devenus très très autonomes. Ils ont vraiment pu promulguer, je dirais, des bonnes paroles aux autres équipes en offshore. Et ça a vraiment amélioré la communication entre eux et nous. Donc voilà, des déplacements dans les pays aussi pour aider donc vraiment tout cela. Et il était également essentiel de faire venir des chefs d'équipe offshore en France, vraiment pour qu'ils se familiarisent au projet, qu'ils communiquent énormément avec nous. Donc vraiment le maître mot de ce slide, c'est que la communication est primordiale dans la réussite d'un projet agile à cette échelle sur plusieurs équipes. Donc, une fois qu'on a mis tout ça en place, bien entendu, ça n'empêche pas d'avoir des problèmes et qu'il va falloir les gérer. Donc, comme a pu dire Shakespeare, les mauvaises nouvelles sont fatales à celui qui les apporte. Donc nous, bien entendu, on a essayé de faire tout le contraire de cette expression. Donc en fait, on a essayé de donner, je dirais, d'inciter les gens à exprimer les problèmes. Donc d'installer un climat de confiance. Et c'est vraiment l'objectif des rétrospectives de fin d'itération. En fait, chaque 2 semaines, durant cette réunion, on réunit tous les membres de l'équipe et chacun donne un petit peu son sentiment, ce qui s'est bien passé durant l'itération, ce qui s'est surtout moins bien passé. Et l'objectif de cette réunion est vraiment d'essayer de trouver des axes d'amélioration sur justement ce qui s'est moins bien passé. Donc en fait, c'est vraiment le principe de s'améliorer en continu. Donc chaque 2 semaines, on essaie de trouver des axes d'amélioration et de les mettre en œuvre pour faire mieux pour la prochaine fois. Donc pour reprendre une citation très chère à notre ami Hervé, you say it, you own it. Donc ça c'est vraiment dans l'esprit de responsabilité chaque personne de l'équipe, donc que ce soit les testeurs, les développeurs, les team leads, même le directeur technique. Quelqu'un qui propose un axe d'amélioration, en fait, il prend le lead sur le sujet, il suit le sujet et il essaie de trouver les personnes qui pourront l'aider chez Ralou dans cette tâche. Donc on essaie vraiment de responsabiliser tout le monde à tous les niveaux, donc que ce soit chez Strator ou même dans les équipes offshore. Parce que bien entendu, chacune des équipes en offshore faisait également des rétrospectives. Donc là, on peut voir sur ce slide un compte rendu d'une rétrospective d'une équipe. Donc est listé en haut avec le petit sourire ce qui s'est plutôt bien passé. Mais le plus important, la deuxième liste, qui s'est moins bien passé. Et donc par rapport à cette liste de ces deuxièmes listes, on essaie vraiment de trouver des axes d'amélioration pour s'améliorer et s'en remettre en cause constamment. Et donc le dernier point, donc justement, c'est la liste des actions qu'on a pu prendre durant la rétrospective. Le dernier rituel dont je vais vous parler, en fait, donc ça c'est encore une autre réunion qui vient s'ajouter au stand-up du matin, au scrum de Scrum, aux démos et aux rétrospectives. Donc c'est la réunion des team leaders. Donc en fait, une fois par semaine, tous les team leaders se regroupent en fait. Donc c'est certainement pas une réunion de planification. On cherche surtout à y échanger de points qui nous semblent vraiment importants, donc que ce soit surtout des problèmes, des risques qu'on peut rencontrer sur le projet, et bien entendu, encore et toujours, des idées d'amélioration. Donc ça, tout ça, ça fait vraiment beaucoup de réunions, mais c'est vraiment dans l'objectif de s'améliorer, et je peux vous assurer que c'est vraiment nécessaire. Donc là, je vous présente l'agenda ouvert de la dernière réunion Team Lead. Donc en fait, chacun expose au début de la réunion les différents sujets dont il a envie de parler. Tous les team leads en fait votent sur les sujets qu'ils préfèrent et à la fin on parle des sujets qui ont reçu le plus de suffrages. Voilà. Donc pour clôture sur ce sujet, donc c'est vraiment communication, amélioration continue qui est je pense très important pour réussir ces projets à large échelle avec toutes leurs équipes. Je vais passer la main à Philippe. Ok, ce que ça dit également cet agenda, c'est que aujourd'hui, lors des réunions de Team Lead, on est plutôt, comme vous le voyez, sur des problématiques qui sont relativement légères. Il y a quelques mois, le tableau était plutôt en rouge, il y avait un peu le feu partout. Maintenant, on est arrivé à une situation qui est apaisée et on
on montre très clairement que ces méthodes agiles, même portées à large échelle, permettent d'apaiser et de rendre une situation beaucoup plus sereine. Sur les conclusions, je voudrais partager avec vous. Aujourd'hui, ce sont 2500 clients en prod, avec une croissance qui peut aller jusqu'à 400 installations par mois. En travaillant sur les méthodos, on a pu réinternaliser complètement toute la technique et réinternaliser également les problématiques métiers. Aujourd'hui, ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'il y a une vraie collaboration. La DT, c'est plus un îlot isolé qui travaille dans son coin. C'est une organisation qui bosse avec les opérations et surtout avec le PO. On se demande de temps en temps si vraiment il a le temps de retourner dans son bureau tellement il passe de temps avec nous. Et surtout, le grand message, c'est que les méthodes agiles, même à cette échelle, finissent par diffuser dans l'entreprise et qu'aujourd'hui, chez Strator, personne ne reviendra en arrière. Les cycles en V, c'est loin derrière nous et je pense qu'il n'y en aura plus jamais. Voilà pour l'essentiel. Hervé, si tu veux qu'on partage encore sur cette partie-là. La production de valeur, un des éléments les plus importants pour nous aujourd'hui. Point important, c'est vraiment les trois gros sujets. On a beaucoup parlé de la production de valeur, autonomisation, responsabilisation. C'est probablement le sujet qui m'est le plus cher. C'est-à-dire que on ne peut pas faire un projet à large échelle si on ne fait pas un pari qui est celui de la confiance par défaut. C'est-à-dire si on n'accepte pas de déléguer un périmètre de responsabilité complètement à une équipe et lui donner son autonomie et lui dire ok, voilà ce qu'il y a à faire, je pense que c'est clair, on va communiquer pour s'assurer qu'on va lever les loups régulièrement, mais tu es autonome, tu vas pouvoir faire, je te fais confiance. Et si tu as des problèmes, dis-le moi et on va travailler ensemble à les améliorer. Et si ce pari-là, il n'est pas fait, mais vous ne pouvez pas passer à l'échelle en fait, parce que l'effet des multiplicateurs, il est dans ce pari de la confiance par défaut. Et c'est pas toujours très simple, et c'est surtout quelque chose qui n'est pas forcément naturel. On ne se connaît pas, on a plutôt tendance à se dire attends, je te ferai confiance peut-être un peu après. Là en fait on a posé ça sur la table, on a dit attention, on n'est pas chez les bisounours, si on se plante et qu'en plus tu m'expliques que tu as caché des cadavres sous le tapis, là par contre on va pas être content. Mais si tu me dis les choses, qu'on travaille ensemble, que je te délègue un périmètre avec toute l'autonomie nécessaire pour le faire, on va y arriver quoi. Et c'est pour le coup un joli projet et cette confiance elle a été vraiment c'était quelque chose d'une grande valeur pendant tout le projet qu'on a essayé de préserver comme la prunelle de nos yeux, et quel que soit l'endroit où on était dans le monde entre guillemets, c'est-à-dire avec des équipes avec quoi distribuer, on s'attachait à faire attention à ne pas abîmer cette confiance et à la donner par défaut. Donc, ce dernier point, effectivement, l'amélioration continue et il n'y a pas de recette miracle sur l'agile, c'est vrai qu'on connaît bien les process Scrum, XP, etc. sont assez clairs, c'est assez facile de commencer en fait. Mais ce qui est certain, et notamment à large échelle, c'est que vous ne pourrez pas appliquer stricto sensu ce qu'il y a dans les bouquins en fait. Enfin ça c'est vraiment notre enseignement, c'est pas possible d'appliquer à la lettre ce qui est écrit dans les livres. En fait ce qui se passe c'est qu'il y a des fondamentaux, il y a une culture du feedback, une culture de la confiance, une culture de l'amélioration continue qui doit être mise en œuvre. Ça ces points-là sont primordiaux. Après, ça n'est qu'adaptation à votre contexte culturel et projet. Et une fois que la partie confiance et amélioration continue est en place et que le flux est installé, adaptez-vous, revelotez, n'ayez pas peur de revenir sur vos déclarations et dire on s'était trompé, il faut faire autrement. Et voilà. On en a terminé. Merci beaucoup. Et maintenant, on a le champ libre pour des questions-réponses. Qui commence? Je vais vous donner un micro. D'accord. Allez, comme ça tout le monde vous entend. Je reste assis, Jean-Marc Gabriel, chez Access. Je vous remercie beaucoup pour la présentation ainsi que pour l'expérience que je peux passer avec le mien, des lectures. Et en fait, j'étais en train de synthétiser un peu votre retour d'expérience avec d'autres. Et je me demandais si la grande transition de composants vers feature en termes d'organisation, puis d'autres
de changements que vous avez vécu ne correspond pas en fait à deux phases des projets agiles, qui est la maturation. Et surtout en équipe distribuée où l'expertise n'est pas forcément la même, donc une approche orientée composant est intéressante justement dans un premier temps pour diffuser, pour essayer d'étalonner un peu cette maîtrise du code, du test aussi d'ailleurs. Et après on peut, puis aussi ça permet au PO d'affiner un peu son analyse, en fait, il y a une business analyst au début, puis après il devient un peu plus pilotage. Et en fait vous avez une deuxième phase où en gros, les choses sont un peu plus matures. On peut effectivement switcher vers une organisation un peu plus fonctionnelle. Et j'ai l'impression que c'est un schéma, un pattern un peu récurrent que j'ai vécu de mon côté, que je constate aussi dans la littérature, pas forcément aussi explicite. Donc moi, la question que j'ai, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer une phase, détecter le moment où on peut le faire. Et on revient sur peut-être votre idée d'autonomisation, responsabilisation, ça pourrait être une métrique. Et donc une question par rapport à ce sentiment, c'est est-ce que vous avez toujours gardé le même Kanban? C'est-à-dire à un moment donné, est-ce que vous avez toujours, depuis le début, gardé le même Kanban ou à un moment donné, vous n'êtes pas dit, bon, on va gicler des colonnes, on va rajouter. Et si vous l'avez fait, comment c'était vécu? Donc juste très rapidement, oui, vous avez tout à fait raison, ça correspond à des étapes de maturation de projet qui sont bien marquées. Je pense que dès le début de projet, chacun a besoin de se mettre dans sa zone de confort. Et sa zone de confort sur des équipes comme les directions techniques, ce sont les technos. Et en même temps, on a besoin de construire un socle, sans lequel on n'est pas capable d'avancer sur le fonctionnement. Donc il arrive un moment, effectivement, où on a une maturité qui est suffisante sur le socle et sur les technos pour se dire maintenant, je vais commencer à livrer du fonctionnel. Maintenant, j'ai en face de moi des clients. Maintenant, j'ai un product owner qui va être capable d'injecter de la feature dans mon organisation et ça doit sortir. Concernant le Kanban, oui, il a évolué, mais il a évolué, c'est ce que je disais, j'ai insisté là-dessus, il a évolué indépendamment de l'organisation. C'est-à-dire que le Kanban nous a évolué parce qu'à certains moments, on avait besoin de plus de visibilité sur certaines phases, parce qu'on avait besoin d'aller plus vite sur d'autres, mais ça s'est toujours fait de façon indépendante à l'organisation qui était en place. Autrement dit, méthode d'un côté, organisation de l'autre. Ouais, le Kanban a bougé au début. Pas tant pour définir des nouvelles activités, en fait. C'est vraiment ce que dit Philippe. On n'a pas inventé des nouveaux jobs. Voilà, il y avait un métier chez Strator qui était le test. Ce qu'on a fait, c'est que via le Kanban, on a remis le test en amont et pas juste a posteriori. On a remis la qualité. L'enjeu, on a repositionné un sujet important. C'est toujours pas mal défendu par lui, mais si on passe plus de temps à prévenir de l'apparition de défauts que de les constater, ça c'est pas plus mal. Donc on a remis vraiment l'activité de test et des testeurs en amont. Ça a donné lieu à la naissance de quelques colonnes qui n'étaient pas forcément là tout de suite parce que même si on a des idées de ce qu'on aimerait bien voir dans les colonnes, ça ne sert à rien de brusquer leur apparition. Il a dû changer, je sais pas, il a changé pas mal, il a changé 4-5 fois. Et puis au bout d'un moment, il s'est stabilisé, c'était plus trop le sujet, quoi. C'est plus devenu le vrai sujet de débat. En fait, pour un peu conclure sur ce sujet-là, il y a plein de maximes intéressantes dans le ligne que j'aime bien retenir parce que des fois ça vous rappelle alors. Et le ligne dit souvent, on améliore que ce qu'on mesure et on améliore que ce qui se répète. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans un contexte où le processus, les standards se répètent, vous ne pouvez rien améliorer en fait. Ça veut dire que vous êtes en train d'affronter quelque chose qui aura lieu une fois et c'est fini. Vous ne l'améliorerez pas, puisque ça n'apparaîtra pas une seconde fois. Donc là, le premier enjeu en fait, qu'on a vraiment poursuivi, c'était la stabilisation du process, de l'organisation, de la façon d'appréhender, et après on l'a amélioré progressivement. Donc pendant toute cette phase-là, le dashboard il a bougé, les activités ont changé, on s'est posé plein de questions, mais finalement une fois que tout le monde avait en tête ce qu'on traversait comme activité, ce que ça voulait dire planifier en continu, quels étaient les enjeux de qualité, ça y est, on avait le droit du coup d'aller plus loin, de remettre en cause des choses plus lourdes, telles que la culture organisationnelle qui était en place, on a changé. Et bizarrement, on s'est juste adapté au flux, on n'a pas bougé les choses. Bonjour, Patrick G. à Poste. J'ai une question un peu en marge de la méthodologie.
Je voudrais savoir combien de sociétés vous avez utilisées pour la réalisation de ce projet et quel a été le dispositif de sourcing et de contractualisation.